en 2020, je fais une thèse en géographie sous la direction de Pierre Gautreau et de Bernard Tallet, où j'ai cherché à démontrer comment la conflictualité territoriale qui caractérise aujourd'hui la région du Chaco en Argentine participe finalement à la construction d'une citoyenneté autochtone. Et en parallèle, je participais à un projet ANR sur la diffusion des machines chez les sociétés autochtones d'Amérique du Sud, c'est qui m'a amené à décrocher il y a quelques mois en postdoc dans les cadres du projet Interruption, qui est davantage focalisé sur les questions de machines et accidentologie sur ce territoire-là. Alors ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu ponctuel, pas très utilisable, réutilisable dans des cours ailleurs, donc je veux plutôt me concentrer sur mes recherches doctorales. Mais bon, je peux sans doute revenir par la suite si vous voulez savoir quelque chose sur tronçonneuse, moto, lave-linge, téléviseur, qui apparaissent comme ça en pleine forêt. Au plus grand plaisir d'en parler avec vous. Ceci étant dit, alors aujourd'hui, malgré mon clin d'œil aux historiens avec cette géohistoire dans les titres, aujourd'hui l'idée est d'étudier en géographe l'évolution de la relation entre les autochtones et l'État à partir de l'exemple argentin et de montrer comment cette relation s'est construite au moyen des cartes. Alors c'est dans ce sens que je parle d'ailleurs d'une géohistoire, ce qui renvoie pour moi à étudier sur le long terme les processus de construction d'une société et des rapports de domination sur lesquels elle repose, à travers notamment l'emprise spatiale. L'objectif de cette conférence, de cette communication, est de comprendre la manière dont l'Argentine s'est bâtie et continue de se bâtir sur les mythes de l'absence autochtone et la manière dont cela impacte directement la conflictualité sociale contemporaine. Mais au lieu de structurer donc mon propos autour de l'analyse des discours, je vous propose d'analyser la relation entre les autochtones et l'État par les cartes, notamment les cartes officielles. Alors, il y a peut-être suffisamment de géographes dans la salle pour savoir que les cartes peuvent certes être vues et comprises comme un moyen de connaître un pays, une société, de la représenter, mais aussi comme un instrument pour administrer ce pays, pour encadrer cette société et d'une certaine manière de la façonner. Donc, par les cartes, c'est l'État qui détermine ce qui vaut ou qui ne vaut pas la peine d'être vu. Je parle de ce principe-là. En Argentine, le fait que les autochtones aient été effacés des cartes envoie à des processus qui, à tour de rôle, ont été définis comme des processus de catégorisation, de différenciation, de territorialisation de l'altérité. On va peut-être revenir après sur ça, je n'ai pas trop envie de développer, mais en même temps que ces cartes permettent de légitimer l'État, la puissance de l'État, et notamment sur des territoires marginaux. Donc c'est à partir de ce constat que les questionnements qui va guider un peu la conférence portent sur les rôles et la fonction que les cartes ont joué dans la construction de la relation entre les autochtones et l'État. L'hypothèse, si vous voulez, que je vais essayer de défendre, que les cartes ont servi à rendre invisible la présence autochtone sur le territoire national, et que cette invisibilité, qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de remettre en cause, est à l'origine des inégalités qui caractérisent la condition autochtone dans ce pays. Donc, premièrement, je vais essayer d'éclaircir ce que j'entends par autochtone, c'est un terme qui est quand même assez vague, et ce que cela peut signifier à l'échelle du continent, en Amérique latine. Je vais présenter les cas argentins, qui ont encore un cas à part vis-à-vis des grandes dynamiques qui se dégagent en Amérique du Sud. Dans un deuxième temps, je vais prendre l'exemple du Chaco, qui est une région très enclavée au nord du pays, on va le voir, pour montrer comment les cartes ont servi pour faire table rase de la présence autochtone, notamment au moment de la colonisation. Dans un troisième temps, je vais m'appuyer sur l'étude des cas d'une communauté qui lutte contre la déforestation aujourd'hui, une communauté autochtone avec qui j'ai travaillé pendant mes recherches doctorales, et qui va me servir pour montrer comment le fait que les autochtones soient disparus des cartes à l'époque de la colonisation justifie aujourd'hui, aux yeux de l'État et des acteurs du marché, le saccage de leur territoire. Puisqu'ils ne sont pas sur les cartes, eh bien, ils ne peuvent pas prétendre à des droits aujourd'hui. Alors,
comme je vous ai anticipé, l'idée c'est de poser un peu les termes du sujet et préciser ce que j'entends moi par autochtone. Alors, qu'est-ce qu'autochtone? Qu'est-ce qu'autochtonie? C'est une question qui est problématique, je dirais, en France comme à l'étranger, notamment en France, parce qu'on en fait avant tout une question de terminologie. Donc on ne parle pas vraiment d'indigène, mais on parle d'autochtone. Alors il y a un bouquin qui a été publié récemment, en 2021, c'est Eric Blanc et Bastien Sepulveda, qui s'appelle Autochtonie, au pluriel, regard croisé sur les territoires et territorialités autochtones, qui est paru en Paris universitaire de Rennes, qui aborde largement la question. Donc moi je m'étais copié-collé leur définition, c'est un pavé qui n'est pas trop la peine de répondre. Mais sachez juste que voilà, c'est qu'on appelle povos indígenas dans les mondes lusophones, les pueblos indígenas dans les mondes hispanophones, indigenous people dans les mondes anglophones, ça revient à peuples autochtones en français. Donc le choix de l'autochtone, bien évidemment, c'est l'autochtone, les termes autochtones qui est préféré pour ne pas évoquer la question de l'indigénat et des colonies, et tous les passés coloniaux de la France que vous connaissez mieux que moi. Or, c'est pourquoi je tiens à souligner ce que j'entends moi par autochtone et qu'est-ce que ça veut dire, ça peut vouloir dire, puisque l'autochtonie, les peuples autochtones, c'est une définition qui émerge au cours des années 80 au sein des institutions internationales et notamment aux Nations Unies. Et la force peut-être de la définition d'autochtonie, c'est son ambiguïté. C'est que ces peuples-là ont décidé de ne pas figer à jamais la manière de se définir. Donc c'est une définition, c'est une catégorie qui est en continue évolution. Donc même si vous allez piocher à droite et à gauche là, sur les textes de l'ONU, et notamment sur la déclaration de droits des peuples autochtones de 2007, il n'y aura jamais, même pas dans les préambules, et dans aucun des articles, une définition claire et nette d'autochtone. Aujourd'hui, donc, on peut considérer l'autochtonie, et la catégorie d'autochtonie, dès lors qu'elle est revendiquée par quelqu'un, comme une catégorie qui est sans doute politique, qui est avant tout politique, et qui peut devenir une ressource territoriale, une ressource politique, qui peut se décliner dans les différents contextes. Un autochtone en Argentine n'est pas le même autochtone qu'au Brésil, comme s'il n'est pas le même qu'en Colombie, et ainsi de suite, jusqu'au Canada, en passant par l'Australie, l'Afrique et l'Asie. D'ailleurs, par exemple, si vous prenez la définition qui est donnée des povos indígenas au Brésil, on inclut tout ce qu'on peut considérer comme peuple traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'un peuple traditionnel? C'est un peuple dont l'économie et la vie dépendent en majorité de la ressource naturelle. Si vous prenez les cas de la définition de peuples autochtones au Mexique, il y a une bonne partie de métissage qui est pris en compte, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Chili, en Argentine ou dans d'autres pays. Dès lors qu'on parle de Premières Nations et peuples autochtones au Canada, par exemple, on inclut les métis, ce qui n'est absolument pas le cas dans les pays d'Amérique du Sud. Donc vous voyez, à chaque fois que vous changez de contexte spatial, historique, social, et ben, la catégorie autochtone n'est pas déclinée de la même manière. Donc les gens ne se reconnaissent pas forcément comme tels dans un pays, mais dans un autre. Voilà. C'est ce qui pose notamment des problèmes en Nouvelle-Calédonie, en Guyane française, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas les autochtones français dont il est question ici aujourd'hui. Surtout que j'en suis pas très expert. Alors, juste comme ça j'aime bien ces photos, c'est un peu de la provoque, en quelque sorte. C'est quand même magnifique. Pourquoi je mets ça et pourquoi je mets la dimension politique de l'autochtonie? Parce que souvent, l'autochtonie, elle se joue, certes, au sein même des frontières nationales. C'est des peuples qui sont dans une question, sont pris dans une position défavorisée, dans des rapports de domination complexes dans les cadres d'un État-nation. C'est le cas notamment au Brésil. Là, vous avez des chefs raoni qui représentent le peuple de Kayapo depuis des années, voire des décennies.
Mais c'est donc une définition de catégorie, c'est quelque chose qui se joue beaucoup plus parfois à l'échelle internationale. Si vous tapez sur Internet Raoni Bolsonaro, il n'y aura aucune photo qui apparaît. Mais voilà, il a réussi à serrer la main de Lula, de Hollande, de Chirac, de Macron, et on peut remonter dans les temps. Je vous parie ces trois-là parce que c'est bien rigolo, mais par cela, je veux dire que la question de l'autochtonie, c'est aussi une question d'échelle. C'est des jeux d'échelle, d'emboîtement. C'est-à-dire qu'on a Raoni, fin fond de la forêt amazonienne, qui s'assoit à la même table avec Jacques Chirac, président de France, mais qui va avoir du mal, très probablement, à s'asseoir à la même table du maire de la commune ou avec les représentants département de la région. Mais c'est par les biais de Chirac et du fait qu'il lui a serré la main qu'il va forcer les représentants politiques brésiliens à devoir l'écouter. Donc l'autochtonie, elle se joue à différentes échelles. Autre chose que, bon, en tant que géographe, moi, m'intéresse particulièrement, c'est la question des espaces de l'autochtonie. Alors, quand est-ce qu'on est autochtone? Est-ce que si on habite à Manhattan, au 30e étage, dans le gratte-ciel, on a le droit de se revendiquer comme autochtone? Est-ce qu'on a le droit de se revendiquer comme autochtone au fin fond des campagnes de Corrèze? Vous voyez, ce n'est pas les lieux, ce n'est pas l'espace qui fait l'autochtonie. C'est une question d'auto-identification. Si, bon, la COP 27, moi je n'ai pas trop suivi, j'avais beaucoup plus suivi la COP 21, donc c'était à Paris. Alors, il y avait bien évidemment énormément de représentants des peuples autochtones, et vous avez donc des gens qui sont habillés en costard-cravate, et vous avez des gens qui arrivent avec leur plumage, leurs plus beaux habits traditionnels. N'empêche qu'ils se considèrent tous comme des peuples autochtones et qu'ils s'assoient autour de la même table. Aujourd'hui, il y a des grands débats, dans ce qu'on appelle la géographie autochtone, notamment pour déterminer un peu quels sont les territoires, les différentes formes et types de territorialité. Et on parle de plus en plus des territorialités autochtones en ville, territoires autochtones urbains. Bastien Sepulveda a écrit un excellent article sur ça, les Mapuches au Chili, dans la ville de Santiago, la manière dont ils s'approprient les quartiers, et on en fait des quartiers autochtones. Vous avez des exemples similaires aussi au Brésil, vous avez à Buenos Aires, enfin dans les grandes villes d'Amérique du Sud, souvent il y a des coins, des quartiers qu'on peut définir d'autochtones. Et c'est pour ça qu'on commence à parler d'une réticularité, territoire réticulaire, parce que c'est des territoires en résonance. Ils mettent en lien, ça on le voit beaucoup au Canada, ils mettent en lien différents lieux, différents espaces, sans qu'il y ait forcément des connexions très évidentes. Et donc, c'est des territoires réticulaires. On n'est pas sur une matrice classique État-nation-territoire. Donc, une nation autochtone n'a pas un territoire défini avec des frontières, des limites qui l'encadrent et qui en définissent les limites. Donc, encore une fois, dans l'ambiguïté de cette définition, qu'est-ce que c'est autochtone, qu'est-ce que c'est territoire autochtone, on n'arrive pas trop à la figer. Mais c'est aussi son avantage. Dernière chose, j'ai mis une photo. Bon, on est autochtone en ville, ça c'est à La Paz. C'est un quartier qui a été construit par des architectes qui revendiquent leur autochtonie. Ça s'appelle Huipala City. Huipala, c'est le drapeau à carré coloré que vous voyez à peu près dans toutes les manifestations, les mobilisations autochtones en Amérique du Sud. Et plus haut, vous avez les Kogi de Colombie qui regardent en Ragrange, absolument pas en milieu urbain, plutôt coincé dans les montagnes, et qui observent le bulldozer qui rase leur terre. Mais la troisième photo que je mets là, moi, ça en paraît encore plus intéressant, parce que ce qu'on voit, c'est que ce sont des autochtones qui sortent en quelque sorte de marge, ne sont plus des autochtones condamnés et fixés, figés, liés à tel territoire forestier éloigné, et qui envahissent les villes, qui s'approprient la ville et les milieux urbains. Et c'est là qui viennent négocier leur place au sein de l'État et au sein de la nation. Donc ils ont abandonné leur territoire traditionnel, si on utilisait les gros mots, pour finalement s'approprier d'autres types d'espaces, d'autres types de lieux, d'autres types de territoires. Alors en
la dimension politique, on a vu la dimension spatiale, je dirais. Je fais juste un point sur la question démographique. Alors, Laurent Faré a beaucoup parlé ce matin des difficultés qu'on peut avoir parfois avec les chiffres, avec certaines catégories qu'on mobilise, et dans les médias, et dans la science. Alors, je suis tout à fait d'accord, et j'ai rebondi là-dessus pour dire qu'il est extrêmement difficile de compter, et là je reprends en termes de Jean-Pierre Lavaux, qui a publié un article il y a quelques années, compter les Indiens. Comme on n'a pas des catégories fixes, comme la plupart des rassemblements qui essayent d'inclure la question autochtone, les principales critères mobilisés, c'est l'auto-identification. Donc c'est à chacun de voir si ce sont ou pas autochtones. Ces chiffres peuvent varier énormément. Or là, j'ai pris des données de la Banque mondiale en 2015. Ils essaient de faire un bilan général de la démographie autochtone à l'échelle du continent. Donc, autant vous dire qu'en dessous du tableau, presque pour chaque ligne, il y a un astérisque qui renvoie une note de bas de page qui dit « Ah, c'est à prendre avec des pincettes. Ah, c'est à prendre avec des pincettes. » Pour aucun des pays, on est sûr et certain de la quantité d'autochtones qu'il y a ou qu'il peut y avoir. Dans tous les cas, voilà, puisqu'il faut avoir des chiffres à cette partie, parfois on est sur un rapport, moi je dirais à peu près 10% de la population, donc on est sur une cinquantaine de millions de personnes qui se revendiquent comme autochtones en Amérique du Sud aujourd'hui. Mais voilà, c'est un ensemble qui est très hétérogène de données à l'échelle du continent. Disons qu'il y a une tentative d'homogénéiser critères et recensements, ça remonte à l'époque de l'Institut indigéniste interaméricain, années 50, années 60, déclaration de Barbados. On n'y est jamais vraiment arrivé. Donc il est difficile de comparer. C'est aussi tout comme chacun peut se sentir ou pas autochtone, chaque État définit en fonction de ses critères. Ces propres critères mobilisent des critères différents pour identifier ce genre-là. Ça s'appelle les critères spatiaux, et notamment s'ils sont à la ville, c'est pas les autochtones, on ne compte ceux qui vivent à la campagne ou en forêt, ça s'appelle des critères des langues, ça s'appelle des critères de peau, de couleur de peau, c'est le cas en Australie ou en Afrique du Sud. Enfin, chaque État, c'est ses propres critères. Donc, là, on commence à rentrer sur l'Argentine, qui, après une timide question qui était posée dans les cadres de recensement général de la population de 2001, construit ses premières données en 2005 sur la présence de peuples autochtones dans les pays. Jusqu'à 2005, on n'avait pas trop d'idées. On savait pas, on parlait de peut-être autochtones dans les pays. En 1994, en Argentine, on reconnaît leur préexistence à l'État-nation, mais on reconnaît la préexistence d'individus du groupe de peuples dont on ne sait pas trop. On ne sait pas vraiment s'ils sont là. Ou peut-être qu'on sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas combien ils sont. Donc ça pouvait être 200 personnes, 2000, 200 000, 2 millions. Alors, juste à titre d'exemple, pour vous donner une idée, en 1895, on est juste après la colonisation de la Patagonie et du Chaco, on estime la population autochtone à 90 000 individus. Une vingtaine d'années après, on est passé à 60 000. Plus rien jusqu'aux années 60. Aux années 60, on lance l'hypothèse qu'on est à 165 000. Plus rien jusqu'à 2005. Donc c'est des chiffres qui varient. Et puis tout d'un coup, bim, 2005, on s'aperçoit qu'il y en a pas mal. En 2010, on inclut la question sur l'auto-identification autochtone dans le recensement officiel, et on a 1 million d'autochtones en Argentine. Alors moi j'attire votre attention sur ce tableau-là. Il y a plus d'autochtones en Argentine qu'au Brésil. Et pourtant, je pense que vous avez vu des images, vous avez déjà pas mal entendu parler des autochtones au Brésil, mais pas vraiment des autochtones en Argentine. Et pourtant, statistiquement, ils pèsent moins. Non, statistiquement, ils pèsent plus, et ils sont plus nombreux que les autochtones au Brésil. Plutôt, en Argentine, il n'est pas rare qu'il y ait
les gens revendiquent leurs propres origines européennes en reprenant les mots qui sont attribués au poète Octavio Paz. Donc, les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas et les Argentins descendent des bateaux. Ça, moi, ça me fait marrer. Mais les classiques, les gens le disent et ça rigole tout de suite. Ce qui fait d'ailleurs un coup au célèbre dicton selon lequel l'Argentine serait un pays, je cite, sans noirs et peu d'indiens. Voilà, un racisme décomplexé, pas de souci. Alors, il ne faut pas les chercher très loin parmi des sources tombées comme celles oubliettes, introuvables sur Internet, au fin fond des archives, pour se confronter à ce mythe qui est proprement argentin de la descendance directe des bateaux européens, enfin, même pas des Européens, mais des bateaux. En effet, c'est un jeu de mots qui est tellement répandu que même les présidents, indépendamment de leur couleur et croyances politiques, droite, gauche, en haut, en bas, peu importe, n'hésitent pas à les mobiliser, parfois tel quel, parfois nuancé. Alors permettez-moi une brève chronologie des guerres présidentielles de ces dernières années. En 2015, pour calmer les polémiques suivant des émeutes dans les banlieues de Buenos Aires, l'alors présidente Cristina Kirchner harangue la foule en affirmant que nous sommes tous fils et neveux d'immigrés, parce que c'est ça l'Argentine, un pays d'immigrés. En 2018, donc on change totalement de couleur politique dans une sorte de captatio benevolentia de Mauricio Macri vis-à-vis des grands investisseurs fonds de Davos. Il nous lâche en Amérique du Sud, et d'autant plus en Argentine, nous sommes tous descendants d'Européens. Les derniers, Alberto Fernandez, l'actuel président, 2021, il y a son homologue espagnol qui vient rendre visite dans les pays, et lui, il renchérit et affirme que les Mexicains descendent des Indiens, les Brésiliens sortent de la forêt, et les Argentins descendent de bateaux. Donc, c'est dire les tollés des critiques qu'il a pris. Les Brésiliens, ils n'étaient pas forcément ravis de se découvrir comme sortant de la forêt. Voilà, il y a une histoire de Mélissa, enfin, bref. Donc, je vous épargne, je pourrais parler 3/4 d'heure plus de ça, mais bref, tout ça pour dire que les mythes argentins de l'absence des autochtones ne peuvent pas se comprendre à lui seul, au moins qu'il soit mis en perspective par rapport à un autre mythe, qui est celui de l'Argentine comme étant l'exception démographique à l'échelle de l'Amérique latine, au sens que ce seraient les pays les plus blancs et les plus européens du continent. En effet, avant même que l'Argentine se constitue définitivement, qu'elle devienne une confédération de pays et qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, les soi-disant pères fondateurs de la nation, comme Alberti, avaient déjà largement employé et diffusé l'usage du couple dichotomique civilisation-barbarie. Donc, dans un ouvrage célèbre, fondateur, basé sur Punto de Partida para la Organización Política de la República Argentina, qui est publié en 1852, donc avant même que la Confédération argentine prenne forme l'année suivante. Alberti écrivait déjà que tout ce qui n'est pas européen est barbare. C'est la seule division qui compte. D'une part, l'Indien, c'est-à-dire le sauvage, et de l'autre, l'Européen, c'est-à-dire nous, ceux qui sont nés en Amérique par l'Espagnol qui croient en Jésus-Christ au lieu de Dieu des Indiens. Alors, au vu de cette affirmation, la construction de l'État, mais surtout de la nation argentine, est posée d'emblée en termes d'une controverse qui oppose la civilisation à la barbarie. Les Argentins d'origine européenne, d'une part, et les populations autochtones de l'autre. Si civilisation s'avère être un synonyme pour le progrès social incarné par l'Europe, barbarie a fait plutôt référence à la présence d'autochtones qui sont perçus comme un frein à l'épanouissement de la civilisation et du progrès. Donc les barbares incarnent très vite les autres en fonction de quel se définit la civilisation et en fonction de quel se définit l'argentin lambda. L'effet d'être argentin implique qu'on n'est pas autochtone. Ce sont des identités exclusives. Alors ces autres qui vivent autrement que les civilisés, autrement que les Européens, qui vivent surtout autre part, en dehors de villes et dans les déserts. Alors désert est le terme qui est employé, si vous voulez, pour vider
l'intérieur du pays, de sa population. Dans un désert, il n'y a personne. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc l'absence de population d'origine européenne et par ricochet, la présence des populations autochtones fait en soi désert. Donc désert alors en termes géopolitiques, au sens qui permet à la modernité civilisatrice, au progrès, d'identifier les espaces qui ne sont toujours pas soumis au contrôle étatique, et donc qui sont vides de civilisation. Pour Sarmiento, qui est un autre père fondateur de la nation, remplir ces vides, lutter contre le désert, c'est conçu comme un programme de civilisation. Et il est question d'être ou pas barbare. Soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas être les deux à la fois. Donc la métaphore du désert, si vous voulez, elle permet à l'État-nation d'exercer une domination qui est discursive avant même qu'elle soit effective. Toutes ces choses-là se passent avant même qu'une expédition ait mis les pieds dans les Tchèques, on se passe qu'il y a. Donc à l'image du terme désert, les processus hégémoniques d'exclusion, de marginalisation, de domination des autochtones a contribué à ce qu'on peut appeler leur invisibilisation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une sorte de marcation de l'altérité, et surtout une mise en place d'un dispositif, comme les cartes, qui favorise une disparition symbolique avant même qu'elle soit physique des autochtones. C'est qui m'amène à enchaîner avec la deuxième partie, dans laquelle je vais encore me demander comment ça se fait que les autochtones ont disparu. Notamment quand on sait qu'aujourd'hui, il y en a 1 million dans les pays. Alors, l'idée, je vous propose d'étudier cette disparition à travers une analyse critique de la cartographie officielle qui a accompagné l'entreprise de colonisation et des conquêtes des territoires autochtones. Bon, travailler sur Chaco et Patagonie, c'était un peu beaucoup, donc moi je vais me focaliser sur les Chaco, surtout parce que je le connais bien. Alors pour analyser les processus de construction de la relation entre l'État et les autochtones, je commence par analyser une des premières cartes dont on dispose et qui ont été produites par les missionnaires jésuites, qui étaient les seuls en mesure d'illustrer la cartographie sociale de la région pendant l'époque des empires ibériques. Donc cette carte, qui a un titre très très long, a été réalisée par le père d'Anville en 733 et repose sur plus d'un siècle de missionnarisation des jésuites dans la région. Alors comme vous le voyez dans les zooms, parce que la carte elle est plutôt illisible, loin d'être une représentation qui est sommaire, cette carte témoigne de la pluralité et de la richesse du paysage ethnographique de la région, grâce notamment aux nombreux ethnonymes des groupes autochtones qui y vivaient. C'est-à-dire que les groupes autochtones les plus nombreux, aussi bien que les plus exigus, y trouvent leur place. Tout le monde là. Les missionnaires s'est basé essentiellement à cette époque sur une connaissance du milieu de première main, c'était eux qui étaient dans la région, et surtout sur les informations qui étaient fournies par les autochtones eux-mêmes qui avaient accepté de faire part de missions. Les Chacos, donc si vous voulez, tel qu'on le voit sur cette carte, est représenté comme un espace social qui est extrêmement dynamique. Et surtout, il est plein de vies et plein de gens. Alors jusqu'à la deuxième moitié du 19e, jusqu'aux années 60 du 19e siècle, donc 2 siècles après, les cartes des missionnaires sont les seules dont on dispose, dont on dispose nous, et surtout dont dispose des Jeux États-nations argentins, qui a été franchement constitué en 1853. Alors la carte à gauche, peu importe la date qui est en légende, ce qui m'intéresse, ce qui la représente, c'est le territoire argentin en 1867. Les 2 taches jaunes que vous voyez au nord et au sud de la Confédération des provinces, c'était des territoires sous contrôle des autochtones. Donc, il y avait énormément plus de surface, de superficie qui était sous contrôle des autochtones qu'autre chose. Alors, cette carte, elle met en évidence, donc, en coloré, c'est qui est la Confédération des provinces argentines qui s'est constituée en 1853.
c'est les cœurs de l'Argentine. 600 000 personnes habitaient à l'époque, sur un territoire qui doit faire 4 fois la France, 5 peut-être. Alors, ces grandes étendues du Nord étaient connues sous l'appellation, sous le nom du Grand Chaco. C'est les cartographes français, Victor Martin de Moussy. Toutes les cartes de Moussy, vous les trouvez sur Gallica, sur Internet, vous les téléchargez sans souci. Eh bien, Victor Martin de Moussy consacre une planche à la région du Grand Chaco dans sa célèbre description de la Confédération argentine, qui est publiée pour la première fois en 1860 et ensuite rééditée tous les ans. Alors, dans la carte que vous avez sur la droite, on dit trop long, Martin de Moussy représente l'entité territoriale qui est connue depuis l'époque coloniale sous le nom de Chacogualamba, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Chaco. Et pour justifier les manques de données, il inscrit sur la carte, je n'ai pas mis de zoom, ça va venir un peu charger la diapo, il signale à plusieurs reprises qu'il existe des zones non explorées. Donc c'est un cartographe qui admet qu'on n'a pas trop d'idées, on ne sait pas tout ce qui se passe, de nouvelles. Donc ces zones non explorées nous disent que les Chaco est encore sous le contrôle des peuples autochtones. Si on n'a jamais mis les pieds, eh ben, ça veut dire que soit physiquement on n'arrive pas à le franchir, c'est une histoire assez étrange, puisque le Chaco c'est une plaine, donc il n'y a pas d'accident géographique que justifierait ça, soit c'est parce qu'ils étaient sous domination de ce peuple-là. D'ailleurs, on voit très bien, on arrive à entrevoir assez bien les frontières externes du Chaco. C'est un espace qu'on arrive très bien à définir sans besoin que les cartographes soient. Alors, juste quelques années après, dans la carte, encore une fois à grand titre, carte de la province de San Diego del Estero, du territoire indien du Nord au Grand Chaco, qui est publié dans une réédition de 1866, Martin de Moussy remplit les villes du Chaco par un encadré qui décrit à grandes lignes la région. De cette manière, les cartographes non seulement affirment encore une fois que les Grands Chacos se situent aux frontières de l'État et bien au-delà du territoire national, mais il admet surtout, et ça c'est encore une fois assez rare, sa méconnaissance de l'environnement, des caractéristiques géographiques de la région. Et c'est qu'il dit, c'est notamment qu'on ne connaît pas l'intérieur du Chaco qui par les renseignements venus des Indiens. Donc encore une fois, qui connaît son territoire, qui le maîtrise? Il n'y a pas de maîtrise de la part de l'État sur cet espace, sur ces grands espaces. Parce qu'il est encore sous contrôle de peuples autochtones. Alors, ensuite, les cartes de Moussy s'intègrent à des tomes, à 3 tomes, très très longs, je vous épargne, mais dans les textes, Martin de Moussy souligne que les Chacos n'a jamais cessé d'être habités et possédés par les tribus indiennes. Donc l'objectif du commanditaire de la carte, en l'occurrence, c'est les jeunes États-nations qui viennent de se former, l'État argentin, est quand même très clair. C'est qu'au moyen de la représentation cartographique de ce type, il est question de commencer à s'approprier ces espaces, pour le moins de manière symbolique, avant qu'ils soient annexés militairement. Mais les cartes de Moussy, pour belles qu'elles soient, eh bien en fait, perdent rapidement toute leur valeur et validité au fur et à mesure que l'armée nationale commence à avancer sur la région. En effet, après des années d'escaramouches sur la ligne de Fortin qui marquait la frontière entre les territoires indiens et les territoires nationaux, entre la fin des années 1870 et le début des années 1880, l'État argentin lance une opération militaire qui, pour la Patagonie, s'appelle Conquête du désert, et pour le Chaco, s'appelle Conquête du Chaco. Autant vous dire que le Chaco et désert, c'est des synonymes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable guerre, notamment dans le Nord et notamment dans les Chaco, ces campagnes militaires se terminent très rapidement et amènent à la conquête, au moins symbolique, du Grand Chaco. Encore une fois, c'est un espace qui doit faire et la France, Espagne, le Portugal d'être ensemble. On lance la campagne de conquête du Chaco en 84, on la déclare à cheval en 85. À cheval, on n'a même pas le temps de traverser. Et pourtant, hop, les territoires, d'un seul coup, il est devenu, les territoires indiens du Nord, il est devenu territoire argentin.
Donc, de nouvelles cartes commencent à circuler, dont l'objectif n'est toujours pas trop clair. Elles sont encore un peu ambiguës. Et pour témoigner de cette... la présence autochtone n'est pas encore effacée totalement. Pour témoigner de l'ambiguïté de la mythologie nationale, je vous propose de comparer ces deux cartes, qui sont produites la même année, en 1885. Alors, elles se rassemblent parce que c'est des inventaires géographiques de la région, et dans les deux, c'est l'État qui en commence à imposer un maillage administratif comme ça, un peu vague. On tire des lignes, on dit que c'est des territoires de province, de région. Mais ces deux cartes-là se distinguent en ce qui concerne au moins 3 points. Leur titre, la richesse des données et la place qui est réservée aux populations autochtones. En effet, dans la carte de Grand Chaco, les provinces voisines, que vous avez sur la droite, les cartographes, Arros, répondent les titres et la sémiologie graphique employés par Martin de Moussy. En revanche, les militaires Rod et Quiros qui réalisent les plans modèles des territoires chaco-argentins, que vous avez sur la gauche, se défendent totalement de l'héritage du cartographe français et commencent à utiliser pour la première fois Chaco-argentin. C'est plus les Chaco-Gualamba des cartes des Jésuites, c'est plus les grands Chaco ou territoires indiens du Nord des cartes de Martin de Moussy, tout d'un coup, c'est Chaco-argentin. Ah, c'est bon, il est conquis, il est annexé. Ça fait désormais partie de l'Argentine, il n'y a plus rien. Mais voilà, on est sur la même année, 2 cartographes différents, les 2 travaillent pour l'État, donc c'est la cartographie officielle. Mais les cartes n'illustrent pas la même chose. Donc si la volonté politique de vider les Chacos de ses habitants et de rendre invisible la présence autochtone se maintient, il reste chez les cartographes une certaine réticence, si vous voulez, à tout effacer des cartes. Alors sur les planches qui paraissent dans l'atlas de Pass-Solnan, en 1888 par exemple, certains ethnonymes persistent. Vous avez encore quelques groupes autochtones qui s'y et notamment, vous avez les Matacos au centre, là-haut. Là, on parle des anciens domaines des Guaranis, vous connaissez peut-être, et encore une fois, on va réapparaître terres non explorées. Donc il reste quelque chose. C'est les blancs qui commencent à dominer, c'est le vide. Mais voilà, il reste quelques traces d'une présence autochtone. Donc, au lieu de combler les Chacos, comme avait été fait par Martin de Moussy pour dénoncer la méconnaissance, les cartographes ici se forcent de le vider afin de montrer qu'il est sous contrôle de l'État. Donc, les cartographes font un choix qui est opposé, mais pour finalement démontrer la même chose. On le remplit avec un encadré pour dire bon voilà, on ne sait pas trop, mais on s'est tenu. Alors qu'une vingtaine d'années après, on va le vider le plus possible pour démontrer qu'il est sous contrôle. S'il est vide, s'il n'y a personne, c'est qu'il est maîtrisé, c'est le contraire. Alors cette entreprise de blanchiment et d'invisibilisation des habitants, qui est initiée en quelque sorte par Pass-Solnan, arrive à son apogée une dizaine d'années après avec la publication de l'Atlas de Carlos de Chapeau-Rouge, qui représente les Chacos comme un espace qui est définitivement vidé de toute présence autochtone. Si vous voulez, il s'agit ici d'un processus de naturalisation de blancs de la carte qui deviennent des vides. Il y a un excellent article de Sébastien Vélu qui est retrouvé sur Internet qui s'appelle Combler les blancs de la carte Chaco. Sébastien Vélu, il est paru dans un ouvrage dirigé par Isabelle Laboule-Destal. Donc, en blanchissant la carte, le chapeau rouge blanchit les Chacos et en quelque sorte blanchit la population argentine, puisqu'il n'y a plus d'autochtones. Et toute cette entreprise cartographique s'est traduite par la présence d'un seul toponyme, l'État. Il n'y a plus personne à part l'État. Donc, c'est de cette manière que le cartographe confirme et valide définitivement la souveraineté de l'État, en même temps qu'il invisibilise les autochtones, donc les habitants qui sont dépossédés définitivement de leur souveraineté territoriale par la carte. Aucun militaire n'a toujours mis les pieds.
notamment dans la partie nord de la carte. Aucune campagne n'est arrivée jusque-là. Mais bon, désormais c'est fait, et c'est fait à travers les cartes et non pas par les arbres. Donc les Chaco, si vous voulez, il est même plus considéré comme un désert, comme un espace des autres, un espace des autochtones, parce qu'il n'y a plus d'autres, hein, il n'y a absolument plus de personne. C'est de marge, très reculé, très enclavé, comme c'est de marge très marginale. Donc la réussite de cette entreprise cartographique, si vous voulez, est témoignée par les recensements des territoires nationaux. Il faut savoir que, puisqu'il n'y a des personnes, les Chaco, une fois qu'il est intégré dans l'appareil étatique et administratif, il ne se transforme pas en une province, parce que pour être une province, il faut des habitants, il faut un gouvernement, il faut une économie. Donc il prend les statuts de territoire national. Ça veut dire qu'il ne dépend pas, donc l'Argentine étant un État fédéral, il ne dépend pas des provinces choisies, mais du gouvernement central, de l'État fédéral. Donc quand on parle de recensement des territoires nationaux, on parle du Chaco, de la Patagonie et de la Terre de Feu. Donc recensement de 1912. Alors, d'un coup, recensement de 1912, toutes les nationalités sont incluses, notamment les nationalités européennes, alors que les autochtones, eux, totalement disparus, au moins qu'ils soient dans ce coup des villes des Argentins, j'en doute. De même, les catégories qui étaient Cholo, Mulato, Zambo, Pardo, qui marquaient différents degrés de métissage de la population autochtone sous l'Empire, donc pendant la colonie, elles disparaissent totalement de recensement. Et là, vous avez un énorme travail qui a été fait à plusieurs reprises, à plusieurs articles. Christophe Giudicelli a travaillé sur la catégorisation des autochtones en Atlantique et a démontré comment, par différentes catégories qui identifient différents décors de métissage, on arrive finalement à les faire disparaître, notamment sur des terres qui représentaient un enjeu foncier important dans les Nord. Donc, en dehors des tableaux des synthèses de la population, comme pour marquer que ce sont autre chose que les Argentins, que les Européens, que les Américains, la présence des autochtones est quand même estimée, quand on commence à feuilleter le recensement, est estimée à 60 000 individus sur tous les territoires nationaux. Mais voilà, les autorités se plaignent puisque les autochtones ne diminuent pas à la vitesse qu'on croyait, ils se civilisent, ils se diluent dans la masse de la population, et pas aussi vite qu'on aurait aimé. Et en dépit de cette résilience de la nation argentine, en dépit de cette résilience des autochtones, la nation argentine s'est construite, elle a été fabriquée, elle s'est fabriquée sur l'absence des autochtones et sur la victoire de la civilisation sur la barbarie. C'est les territoires autochtones, avec ces cartes que je viens de vous montrer et avec ce recensement, ils ont été définitivement conquis. Ce qui implique que les autochtones ont été soumis ou bien qu'ils ont disparu. Donc l'Argentine, désormais, maîtrise son territoire et sa population. Et la relation de l'État avec les autochtones est, à partir de ce moment, fondée sur l'invisibilisation de ces derniers, qui sont dépossédés de leur territoire au moyen des cartes et des recensements, plus que par les armes. Donc c'est silence cartographique, c'est une belle expression que je reprends de Brian Harley, qui est un peu l'initiateur de la cartographie critique. Ces silences cartographiques, ils condamnent les autochtones à l'invisibilité qui est à l'origine des inégalités qui marquent leur vie et sévissent leur territoire aujourd'hui. Donc pour saisir l'ampleur de ces inégalités, je veux m'appuyer moi sur l'exemple de la province de Salta, qui est dans la région du Chaco, et en particulier sur les cas d'une communauté autochtone, une communauté Wichi, les Wichi étant les gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille depuis 2014. Alors je pose juste le cas. Alors, conséquence directe de ce qui a été la néolibéralisation du secteur agricole, du secteur primaire
à partir de la fin des années 80, les terres forestières du Chaco ont progressivement été soumises à l'avancée d'un fonds agro-pastoral qui est porté par les acteurs de l'agrobusiness, donc les acteurs privés, en cas de nouvelles terres à mettre en production, tandis que les pouvoirs publics, nationaux et provinciaux, se limitent à préserver un cadre juridique et économique favorable aux investissements étrangers. Donc, aujourd'hui, vous avez en gros une carte de l'avancée des francs pionniers à l'échelle de l'Amérique du Sud au cours de ces dernières années. Et alors, pile où termine la ligne noire là, qui part de Argentina, Chaco, on arrive à peu près dans la province de Salta, la région dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais sachez juste que les taux de déforestation les taux de déforestation atteints dans le Chaco en Argentine, on a fait un haut lieu de la déforestation à l'échelle de la planète. On a largement dépassé les taux de déforestation amazonienne. Tout au moins avant Bolsonaro. Bolsonaro, il a réussi un coup assez incroyable pour revenir en première place dans un classement dont on n'a pas forcément envie d'être. Enfin, bref. Dans la province de Salta, la dévastation des forêts s'est faite de manière donc massive et abrupte à partir de la fin des années 90 et le début des années 2000, à peu près à partir du moment où on a libéré les graines transgéniques dans les pays. Donc, 1996, les soja transgéniques, les graines de soja transgéniques sont libéralisées en Argentine, on commence à dévaster tout ce qu'on peut. Puisque ça rend beaucoup plus qui est l'agriculture classique qu'on pouvait faire auparavant, et notamment ça rend beaucoup plus que l'élevage. Et c'est par l'effet double donc, de l'expansion de l'élevage et de l'agriculture que les Chaco argentins deviennent le front pionnier le plus travaillé à l'échelle de la planète. Donc, chiffre à la main, pour la faire simple, cela veut dire que dans la seule province de Salta, on a une perte de surface des couvertures forestières qui avoisine 2 200 000 hectares, dont la moitié ont été déboisés entre 2004 et 2015. Alors, c'est 2 200 000 hectares, pour vous donner une idée, c'est 2 fois l'Île-de-France. Donc on a mis une dizaine d'années pour raser ça. Mais la déforestation est loin d'être les seuls changements qui affectent la région, puisqu'elle s'accompagne souvent d'un processus d'accaparement foncier, d'accaparement des terres, qui touche en premier lieu, bien évidemment, les populations locales, qui, elles, se trouvent dans une situation d'endéfinition foncière historique. Alors, les Chaco, et ça, tout son paradoxe, c'est à la fois soumis à un front pionnier qui avance à une vitesse incroyable, et en même temps, c'est la région qui abrite le plus, où habitent le plus de peuples autochtones en Argentine. Or, bien évidemment, les autochtones, puisqu'ils n'ont jamais été dans une carte, ils ne pourront jamais revendiquer leur droit à la terre. C'est difficile de porter une revendication foncière alors même que depuis une centaine d'années, personne ne sait qu'on est là. Donc, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de l'accaparement foncier dans la seule province de Salta, encore une fois, de presque 60% des exploitants agricoles occupent une surface de 0,5 à l'échelle de la province, alors que vous avez un groupe de 150 personnes qui contrôlent 65% des terres. Donc c'est une petite crique, si vous voulez. C'est les grands propriétaires terriens qui, dans la plupart des cas, sont aussi des sénateurs, sont aussi à la Chambre des députés ou qui occupent des fonctions et sont haut placés dans la fonction publique. Donc on est dans une province qui, malgré le fait qu'on soit aujourd'hui en démocratie, et que depuis un moment l'Argentine soit un pays à république indépendant, on vit encore sous un régime colonial. Donc cette avancée massive de la déforestation, couplée bien évidemment à l'accaparement foncier, contribue à creuser les écarts et à la hausse continuelle de la conflictualité foncière. Mais
comme je pu l'anticiper, ce n'est pas que la forêt qui subit l'avancée du front, ce sont surtout, aussi et surtout les territoires que les autochtones cherchent à revendiquer et qui, dans les cas des SATA, correspondent le plus souvent à des terres forestières ou aussi qui n'en restent. Je ne peux pas en dire davantage sur la question de, sur ce qu'est un territoire autochtone, puisque en Argentine, du fait qu'il n'y a pas d'autochtones, il n'y a aucun texte de loi, texte juridique, qui définit un territoire autochtone. Puisqu'ils ne sont pas là, pourquoi devraient-ils prétendre un territoire? Donc, si vous voulez, c'est une sorte de. Les territoires autochtones, en compétence, c'est une sorte d'empence constitutionnelle. Pour l'État, et en l'occurrence, dans ces cas, c'est l'État provincial, il est impensable que les autochtones puissent prétendre un quelconque droit sur la terre ou le territoire. Le fait qu'ils n'existent pas cartographiquement, et ben, leurs droits ne sont pas respectés, parce que leurs droits n'existent pas. Ils ne sont pas inscrits dans la Constitution. Donc, c'est dire l'importance d'être sur et dans la carte. Alors, ici, je mis une photo, mais là, on ne le voit pas trop bien. En fait, je ne sais pas si vous voyez comment on fait pour déboiser ou déforester en surface. C'est qu'on met deux bulldozers à une distance de 50-60 mètres, on met une chaîne au milieu et on commence à avancer. Et c'est comme ça qu'on passe. Par la suite, les bulldozers font une marche arrière, ils amassent au milieu, on attend que ça sèche, les temps de l'été, et puis on crame. Et comme ça, au bout de quelques mois, on a réussi à raser quelques dizaines de milliers d'hectares sans trop d'efforts. En gros, pour raser 100 hectares, il suffit quelques jours et 2 tractoristes. Donc ça va plutôt vite. Et la carte, voilà, il n'y a pas de définition, donc il n'y a pas de cartographie des territoires autochtones pour le moment, mais les taches vertes que vous voyez à la carte correspondent grosso modo aux territoires qui sont revendiqués aujourd'hui par les Wichis. Moi, je travaille uniquement avec les Wichis. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des zones qui sont encore préservées, en quelque sorte. Comme par hasard, c'est les zones les plus secs, les plus arides, où on n'arrive même pas à faire du soja, parce qu'il pleut moins que 500 mm par an. C'est vraiment pas suffisant. Alors qu'il y a d'autres zones en vert, et là, vous voyez l'avancée de la déforestation dans les cartes bleues. Et là, il y a des zones qui sont beaucoup plus touchées. On ne voit presque pas de vert, en fait. Donc, c'est en fonction d'où les gens habitent aussi que les revendications peuvent changer. Mais avant de développer un petit peu les cas, par exemple, on n'a pas fait les choix de représenter l'avancée de la déforestation. Parce qu'on aurait très bien vu qu'aujourd'hui, la moitié de ce communauté-là vivent en bord des champs qui ont été déboisés. Donc, on a déproblématisé la question par la carte. On admet qu'ils sont là, mais bon, à part des points, pas grand-chose. Et surtout, pas de territoire. Donc, pas de revendication possible. Si on commence à dessiner des tâches, de surface et tout, ouais, ça devient problématique. Ça va superposer, ça va être compliqué à gérer par la suite. Donc, il en découle sur cette carte en Chaco, qui est aseptique, qui est banalisée, qui est uniforme, donc c'est une image qui finalement contribue à plus d'un siècle de la colonisation au maintien de rapport de domination. Regardez, les autochtones sont là, donc on n'a pas de territoire, il ne faut pas abuser. Alors, vite fait, je vous amène sur les terrains. Alors, la communauté des Saint-Crocin, ou j'espère que le crois, qui veut dire Tanière-Bibou, et donc il y a une quarantaine de kilomètres de la route, vous voyez à peu près sur la carte. Et donc elle n'est pas nouvelle, elle ne découvre pas la déforestation massive dans les années 2000. Les terres tout autour avaient commencé à être déboisées déjà à partir de la fin des années 70. Mais voilà, c'est à partir de 96 que les bulldozers commencent à se rapprocher beaucoup de leur territoire. Notamment alors même que les familles qui habitent à Saint-Crocin étaient en train dans les démarches administratives pour que la province les reconnaisse comme communauté autochtone, parce qu'on ne peut pas prétendre à être considéré comme une communauté si on n'est pas inscrit dans une liste de la province. Eh bien, la déforestation, elle s'est arrêtée brusquement. Donc en 2006, en l'espace de quelques semaines, les gens, les familles, elles se sont retrouvées totalement encerclées par les champs. Donc c'est une parcelle de 100 000 hectares qui leur reste aujourd'hui.
qu'ils partagent avec notre communauté, mais je n'ai pas trop le temps de développer. Bon, bien évidemment, ils vivent sur ces 100 000 hectares de forêt qui correspondent dans les cadastres fonciers à 2 parcelles de 2500 hectares chacune, qui appartiennent à 2 propriétaires différents, qui bien évidemment ont demandé d'autorisation pour pouvoir déforester. Donc ça pose problème, il faut à tout prix sécuriser le foncier, si vous voulez. Alors bien évidemment, on ne peut pas prétendre sécuriser comme communauté autochtone, parce qu'ils ne sont pas reconnus comme communauté, et que le territoire autochtone, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les textes de droit. Donc la meilleure manière qu'ils ont trouvé, ils se sont accrochés à une ONG locale, qui s'est raccrochée à Greenpeace, donc environnementalisation de lutte, et ben c'est d'un coup la communauté des Saint-José qui lutte contre la déforestation. Et ça a été une bonne manière finalement d'arriver à bloquer l'avancée du front sur cette parcelle de 100 000 hectares. Bon, bien évidemment, je n'ai pas trop le temps de développer, mais l'État n'a jamais arrêté de répondre de manière positive à toute demande d'autorisation de déforestation des entreprises voisines. Et notamment, les entreprises font pression quotidiennement sur les gens de la communauté pour qu'ils se barrent, parce que voilà, si vous partez en ville, nous, on va pouvoir amener des programmes de développement. Je essentialise, mais c'est à peu près comme ça. Donc, en termes d'inégalité, ça donne quoi? J'ouvre juste une petite parenthèse avant de parler d'inégalité. Alors ça, c'est une carte qui parle beaucoup. Si vous allez sur les sites de l'IGAN, l'Institut géographique national en Argentine, vous vous rendez compte très vite qu'il serait impossible de faire des exercices de cartotac comme on en fait à la fac. Je ne sais pas si on en fait aussi au lycée, pour regarder la carte. Puisque pour les Chacos, pour la province de Salta, il n'existe pas de carte topographique à 100 000 ni à 50 000. Donc aujourd'hui, 2022, l'État ne dispose pas d'une carte topographique pour ces territoires-là, pour ces terres-là. Donc encore une fois, difficile de prétendre à quoi que ce soit, notamment au fait qu'on a fait disparaître des villages et tout sous les coups de bulldozer, parce qu'il n'y a pas de carte qui dise qu'il y a des villages, donc il n'y a pas de documentation. Voilà, c'était juste un petit point, j'enchaîne vite. En termes d'inégalité, hérité de l'invisibilisation cartographique, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils vivent encerclés. Notamment, pour pouvoir accéder à la communauté des Saint-José, c'est 40 km, mais c'est en périple dans lesquels il faut avoir envie de se lancer. Puisque, comme c'est qu'il y a des terres privées tout autour, ça fait des grilles, des portons, il faut demander l'autorisation à pouvoir traverser, il faut demander si on peut passer, et il faut croiser les doigts parce qu'il y ait quelqu'un à qui on puisse demander. Et donc, ça devient très difficile pour ce genre-là de bouger ou de faire quoi que ce soit. Notamment de faire des allers-retours entre la ville, là où ils peuvent éventuellement trouver quelque chose à manger, et la communauté. Donc, on les empêche de se déplacer librement sur le territoire. Inégalité aussi en termes d'habitat. Donc, ça veut dire l'habitat précaire, il est derrière moi, quoi. Comme ils ne sont pas propriétaires et comme ils sont considérés comme des occupants des terres privées, ils n'ont pas droit à apporter des améliorations à leur habitat. Ça veut dire que s'ils posent une brique, l'entreprise va porter plainte à la police, qui est bien évidemment contente de recevoir la plainte. Parce que l'effet de pouvoir améliorer à minima les maisons voudrait dire qu'on commence à s'installer. Et donc on peut éventuellement commencer à revendiquer des droits sur ces terres-là. Donc, police, pouvoir public et entreprises sont tous bien d'accord pour empêcher ces gens-là d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, on vit sur les bâches de plastique. D'ailleurs, c'est assez parlant parce que ce que vous voyez, les plastiques noirs et blancs que vous voyez là, à l'écran, ça, c'est des siloballs. Alors, c'est une technologie argentine pour éviter d'acheter des silos en aluminium en vertical. Ce qui coûte cher parce qu'il faut avoir les machines pour pouvoir les remplir. En fait, on fait du sous-vide sur les plastiques qu'on pose directement sur les champs. On met des graines, on remplit, on fait le sous-vide, on laisse. Et on laisse reposer
Donc souvent ça arrive que ces silos en plastique pètent. Donc les plastiques, il est jeté et il est récupéré par les gens pour qu'ils puissent construire leur maison. Inégalité aussi de santé. Pourquoi? Parce que si on développe l'agriculture, notamment de l'agriculture intensive, sur des zones qui sont arides ou semi-arides, sans pic, il faut dévier les eaux, dévier les canaux. Donc les quelques canaux qui arrivaient auparavant auprès de la communauté, ben, ils ont été déviés pour irriguer les champs. Donc les lagunes, elles se sont asséchées, et puisqu'il pleut 600-700 mm par an, ça veut dire qu'on peut profiter de l'eau dans les lagunes pendant 2 ou 3 mois pendant l'année. Pendant la saison sèche, qui peut durer jusqu'à 8 mois, donc il n'y a pas d'eau. La communauté dépend d'aujourd'hui des grands réservoirs que vous voyez là, et c'est la mairie qui les a amenés, mais qui oublie assez souvent de ravitailler, hein, parce que ramener les lots, c'est aussi une manière de sécuriser, enfin de fixer les gens sur place. S'ils ont de l'eau, ils y restent. S'ils n'ont pas d'eau, bien évidemment, ils sont souvent obligés à rentrer au village. Et au village, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont remplir les bidons que vous voyez dans la photo en bas. Ça, c'est des bidons de pesticides qui sont utilisés pour boire et enfin, pour boire. Ils sont partagés souvent avec les animaux. Autant vous dire les inégalités de santé. Toute dernière chose, alors là, sous la photo, on ne le dirait pas du premier coup. On est sur ce qu'on pourrait définir comme des sites sacrés, hein, puisque dans le bosquet que vous voyez là au milieu du champ dans la forêt, au milieu du champ dans la photo de droite, ça c'est le cimetière de la communauté. Grosse bataille pour éviter que les bulldozers passent dessus. Donc en haut à gauche, vous avez un autre cimetière. Là, ils n'ont pas réussi, donc il a été rasé par moitié. Enfin, il y a un propriétaire qui a accepté de ne pas la raser et l'autre, en revanche, il n'était pas trop d'accord. Et en bas, bah voilà, là vous voyez quelqu'un qui aurait bien chez lui. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il a passé ses premières années. Aujourd'hui, c'est un champ d'haricots. Donc l'inégalité se joue aussi en termes de perte culturelle. C'est un paysage forestier qui change, enfin, qui disparaît, mais c'est surtout un paysage culturel qui est en train de changer rapidement, lourdement. Alors tout ça pour dire, hein, et c'est là que je finis, j'espère vous avoir démontré comment l'effacement des autochtones sur les cartes réalisées au moment de la colonisation permet d'entretenir aujourd'hui, à plus d'un siècle de distance, des rapports de domination qui sont totalement déséquilibrés. D'où l'intérêt de mobiliser une approche spatiale, ou autrement dit de penser en géographe, pour saisir la société et les multiples inégalités qui la traversent aujourd'hui. Pour finir, j'espère avec cette présentation, que cette présentation aura servi pour souligner l'importance de comprendre les passés pour saisir les présents, soit d'étudier les temps longs des rapports sociaux et notamment des rapports de domination. À Salta, à Chaco ou en Argentine, il ne faut pas s'attendre à un soudain rééquilibrage des rapports de domination parce qu'ils sont ancrés sur le territoire, parce qu'ils sont inscrits dans les cartes et parce qu'ils viennent de loin. La solution ne se trouve pas d'un jour à l'autre, il va falloir du temps, mais je pense pouvoir dire qu'elle a le temps presque. Donc je sais que j'ai été un peu trop long, mais merci d'avoir écouté jusque-là. Merci. Je ne sais pas s'il y a une question ou deux. Là, vous touchez à ça fait mal. Et non, parce que j'y étais pendant quelques mois. J'ai essayé d'aller à Saint-José. Ça a été difficile, et je n'ai pas réussi. Puisque les bulldozers ne sont jamais. Enfin, moi, la dernière fois, c'était en 2017, je pense. Les bulldozers ne sont jamais arrêtés, donc on continue de forester dans la zone. Et vous voyez, l'appui, le soutien des ONG, il est essentiel, il est efficace, mais il est ponctuel. Dès qu'on tourne les yeux, les bulldozers recommencent et les entreprises reviennent. Donc j'ai essayé de revenir. D'une part, ça devenait difficile pour l'histoire de Port-Ancre et tout, c'était pas donné.
Et l'autre, là, les gens de Saint-Crocet commencent à sombrer un peu beaucoup dans l'alcool et d'autres dépendances. Ils commencent, avant, ils faisaient des allers-retours entre les villes du centre urbain, la Magellan, qui est à 40 km. Il s'est resté pendant quelques jours, puis il a revéné, et là il commence à rester de plus en plus en ville, et de moins en moins en forêt, parce qu'il devient presque impossible. Enfin, ils se font doucher au phytosanitaire, il y a des vrais problèmes d'accès à l'eau. Donc c'est une vraie galère. Donc ils préfèrent galérer dans des pseudo-bidonvilles autour d'un village, au bord de la route, plutôt que de vivre en forêt. Donc pour cette communauté-là, aujourd'hui, la situation, enfin l'avenir, j'ai envie de dire, il est vachement sombre. Je ne vais pas en finir.